Mesdames et messieurs, membres de la presse, bonjour et bienvenue. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Lévis, M. Gilles Laulier, dévoilera la stratégie lévisienne d'adaptation au changement climatique. Cet outil a pour objectif de réduire ou d'éviter les risques liés aux aléas climatiques, tant pour la Ville que pour ses partenaires. Pour l'occasion, il est accompagné de Mme Fleur Paradis, présidente de la Commission consultative de l'environnement, ainsi que de M. Jean-Claude Belzile, directeur de l'environnement, qui sera également disponible pour répondre à vos questions. Nous entendrons d'abord le maire de Lévis, suivi de Mme Paradis. Nous enchaînerons avec les questions qui portent sur le sujet du jour et la prise de photographie officielle. Les porte-paroles vont être disponibles également pour des entrevues par la suite. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au maire de Lévis, M. Gilles Laulier. Merci beaucoup. Alors donc, merci d'abord aux membres de la commission municipale consultative d'environnement. Merci Mme Paradis, qui en est la présidente, d'être présente. M. Jean-Claude Belzile, qui est le directeur de l'environnement. Et tantôt, mon petit aparté de 30 secondes, c'est juste parce que je voulais m'assurer que je vais nommer tous les membres qui sont présents. Alors donc, ici, il y a Mme Karine Lavertu. Et il y a M. Alexandre Fallu qui est là, je pense. M. Fallu, oui. Est-ce que M. Non, un représentant du cabinet de M. Fallu. C'est bien ça? Alors, merci beaucoup. C'est Jonathan, je pense, qui est là. Alors, merci d'être là au nom de M. Fallu. Alors, donc, aujourd'hui, au fond, c'est une bonne nouvelle parce que il faut dire au départ qu'on a adopté, en juin 2021, une nouvelle politique environnementale qui, disons-le, est assez audacieuse. Et il y a eu 3000 citoyens et citoyennes qui ont participé aux consultations de cette politique-là. Alors, je profite de l'occasion pour féliciter la direction de l'environnement qui ont fait un travail exceptionnel de consultation. Je pense qu'à mon avis, c'est la plus grosse consultation qu'on a jamais mis en place à la Ville de Lévis, sur l'environnement. Et bien sûr, ça a abouti à l'adoption d'une politique et d'un plan d'action où on vise à attaquer de front 6 enjeux environnementaux qui sont importants pour nous. L'adaptation au changement climatique, c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Mobilité durable, protection des milieux naturels, soutien à l'agriculture urbaine, l'achat local et durable et le contrôle des nuisances. Alors, donc, voilà des ingrédients qui sont dans cette politique avec 15 engagements fermes. Aujourd'hui, on est heureux, dans ce cadre-là, dans un des 6 enjeux environnementaux qu'on avait identifiés, on est heureux de vous annoncer qu'on se dote d'une stratégie, officiellement, d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. On ne peut pas y échapper. Et les municipalités sont au premier rang, aux premières loges pour assurer l'adaptation au changement climatique. Il en était largement question la semaine dernière au Congrès de l'Union des municipalités, où vous l'avez vu, notre président de l'Union des municipalités a demandé au gouvernement du Québec d'accentuer l'aide aux municipalités pour faire face au changement climatique. Alors, aujourd'hui, au fond, ce qu'on annonce, c'est inclus dans notre plan d'action de la politique environnementale, c'est qu'on vient concrétiser notre engagement de lutte au changement climatique. Et dans le cadre de cette stratégie-là, la Ville, toute la direction de l'environnement avec la Commission a identifié les risques et les vulnérabilités associés au changement climatique pour prioriser les actions concrètes et accroître sa résilience. Donc, pour nous, ce qui est important au niveau de cette stratégie-là, de dire, c'est que tous les services de la Ville ont contribué à cette stratégie d'adaptation au changement climatique et on a tenu compte des principes directeurs de la politique environnementale. Donc, c'est, au fond, dans les changements climatiques, on veut favoriser l'implication de la communauté, assurer sa sécurité, maintenir la qualité de vie de la population et développer notre territoire sur des principes de développement durable et préserver le patrimoine. Donc, concrètement, on s'est donné 4 grands axes d'action, 4 grandes orientations pour la lutte au changement climatique, qui est le premier relié à l'évolution et à l'agilité organisationnelle. Donc, au fond, on veut mobiliser et on va mobiliser tous les membres de notre organisation municipale vers une nouvelle culture, il faut le dire,
pour lequel on a commencé à travailler, là, qui prend en compte les changements climatiques au sein de la planification municipale. On veut aussi une collectivité impliquée et solidaire. Donc, l'implication de la communauté lévisienne à la stratégie va être un des facteurs de succès. Et plusieurs mesures vont dans ce sens-là. D'ailleurs, en passant, je voulais vous dire qu'on a lancé notre fonds vert. Donc, en juillet 2022, c'est un fonds doté d'1 million de dollars pour des divers projets liés avec les orientations de notre politique environnementale, dont le volet de lutte au changement climatique. Et à partir de maintenant, on peut donner, on verse des aides financières aux citoyens, aux organismes à but non lucratif, aux organismes publics, des réseaux de l'éducation et de la santé, et l'organisation municipale aussi va initier ses propres activités. Au fond, de quoi on parle? Parce que, évidemment, quand on adopte une stratégie, donc ça a l'air très complexe, mais n'oubliez pas que l'objectif, ça fait partie justement de la troisième orientation, c'est l'aménagement durable de notre territoire. Alors, il faut, dans le cadre des changements climatiques, qu'on prévoit des approches qui vont nous permettre de changer la donne. Donc, par une gestion cohérente de nos milieux naturels, il faut les protéger. Nous, à Lévis, on a plus une tradition de faire des stationnements de surface. Alors, il va peut-être falloir qu'on revoie nos paradigmes à un moment donné pour éviter les îlots de chaleur et peut-être diminuer un tant soit peu nos immenses espaces de stationnement, en y allant avec des gains en termes d'efficacité et l'objectif étant d'éliminer. Donc, dans l'aménagement du territoire, nul doute que ça va être important. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a déjà modifié une deuxième partie à laquelle on s'est attaqué récemment, c'est la modification de notre schéma d'aménagement, où on a intégré toutes sortes de nouveaux éléments qui n'apparaissaient pas avant dans le schéma d'aménagement. Je t'en donne un exemple concret, la protection des paysages. Alors, le long du fleuve, entre autres. Alors, donc, ça va être maintenant des préoccupations qui vont devenir majeures pour nous. Et les eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales. Et il y a aussi que tout l'approvisionnement en eau potable, en biens essentiels, la mobilité, la sécurité des citoyens. En d'autres termes, notre stratégie, on va identifier toutes les mesures d'atténuation qu'on peut mettre de l'avant pour réduire la quantité des gaz à effet de serre. Donc, les mesures d'atténuation, qu'est-ce que ça veut dire? Transport durable, énergie renouvelable, efficacité énergétique. On va travailler sur ces trois volets-là en particulier. Mais en plus d'atténuer, on va essayer de s'adapter aussi, notamment dans la gestion des catastrophes, dans la protection contre les inondations, et d'avoir des infrastructures qui sont tournées vers cette protection et la diminution de ces gaz à effet de serre. Au centre de tout ça, on a la protection des milieux naturels, on a l'agriculture locale. L'agriculture locale, en passant, on y travaille déjà fortement. Je vous donne un exemple d'une résolution qu'on a adoptée en début de semaine. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les fraises de l'île d'Orléans vont venir travailler ici même à Lévis pour développer, avec de grandes entreprises lévisiennes qui récupèrent l'énergie, pour développer des serres, donc pour la cueillette de fraises, mais avec de l'énergie entièrement récupérée. Donc, c'est un projet pilote qu'on a mis de l'avant avec eux. On a annoncé ça cette semaine. Je vous donne des exemples. Protection aussi des milieux naturels, où on va atteindre minimalement 30% de l'ensemble de notre territoire en protection de milieux naturels. Et je pense même qu'on va peut-être souhaiter, et on va le voir avec la lutte des changements climatiques, notre stratégie, on va même peut-être souhaiter se rendre à 40%. J'ai hâte de voir comment notre direction de l'environnement va travailler ça avec la commission. Mais si on est capable, on va même ajouter, on va même monter la barre à 40%. Ce serait notre objectif. Alors donc, des choses intéressantes pour l'avenir. Mais il y a plus que ça. Et vous allez voir que moi, j'essaie de vulgariser un peu notre politique parce qu'au fond, je vous ai parlé des mesures d'atténuation et d'adaptation. Et c'est sûr qu'on met en place déjà des éléments reliés au changement climatique. Je vais vous donner des exemples, puis ça vous donne des exemples concrets de tout ce qui peut être fait, là. Par exemple, au niveau de la consommation d'énergie, on a maintenant des systèmes de récupérateurs d'énergie, notamment dans tous nos nouveaux bâtiments. On récupère l'énergie au complexe aquatique multifonctionnel et il est clair qu'on va continuer dans ce sens-là. On convertit à l'électricité ou au gaz naturel tous nos systèmes de chauffage au propane ou au mazout.
dans 8 de nos bâtiments. On veut aussi inciter les membres du personnel à adopter des gestes simples qui vont permettre de réduire la consommation d'énergie. Alors donc, on va avoir des systèmes automatisés de contrôle de chauffage et de ventilation. On a déjà commencé. Et d'ailleurs, il est possible maintenant, dans certains arénas, de contrôler à distance les chauffages et tous ces éléments-là pour faire des gains énergétiques importants. Nos équipements motorisés, carburant, marche au ralenti, sensibilisation. Alors, on renouvelle notre flotte municipale. On va choisir des véhicules plus performants, électriques, hybrides, à l'hydrogène. Alors donc, les nouveaux véhicules de police en sont un exemple récemment. Alors, je vous donne des exemples pour montrer qu'il y a des milliers de gestes qu'on va pouvoir poser dans le cadre de cette stratégie pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, sans compter, bien sûr, au niveau du comité de la gestion des déchets, qui est justement présidé par M. Bonin. Alors, donc, là où on a un gros objectif, hein, c'est d'atteindre le déchet zéro. Alors, je vous donne ces exemples-là pour vous montrer qu'à l'intérieur de ça, bien, ce qu'on veut, c'est mobiliser l'organisation afin qu'elle soit agile. On veut avoir une collectivité impliquée, et c'est la raison pour laquelle on a créé un fonds vert d'1 million de dollars qui s'adresse aux citoyens. Puis, c'est drôle parce que justement, en fin de semaine dernière, il y avait la plantation d'arbres symboliques au cégep Lévis-Lauzon parce qu'on a un premier projet de notre fonds environnemental où, effectivement, le cégep de Lévis procède, parce que le site est immense, vous irez voir ça, procède à des plantations, au verdissement de leur site, et c'est une belle expérience qu'on mène avec eux. Et il va y avoir pas mal d'arbres de planter. Combien d'arbres déjà? 1700 arbres de plantés juste sur le site du cégep. Alors, ça vous donne une idée des étapes de verdissement qui sont entreprises. Les autres éléments, bien sûr, ça va être notre flotte d'autobus entièrement électrifiée. C'est en marche actuellement. Il va même falloir procéder à la construction d'un nouveau garage pour la mécanique de ces véhicules électriques-là. Mais on peut vous dire que l'entièreté de notre flotte d'autobus va être progressivement remplacée d'ici 2025 par des véhicules électriques. Alors donc, on va investir au niveau de la mobilité durable des sommes extrêmement importantes au cours des prochaines années. On parle de demi-milliard de dollars, donc qui comprend entre autres l'électrification de la flotte, et la réalisation de nos voies réservées, parce que ça a l'air de rien, mais les voies réservées, là, quand nos autobus sont poignés dans le trafic, bien, ça cause des gaz à effet de serre, etc. Alors, je vous informe qu'on a donné cette semaine, n'est-ce pas, M. Belzile? On a donné le contrat pour le premier tronçon, donc des voies réservées sur Guillaume-Couture avec piste cyclable utilitaire, parce qu'un de nos grands rêves, c'est de réaliser cette piste utilitaire, multifonctionnelle utilitaire, qui va partir du cégep jusqu'à la tête des ponts. On commence dès cette année les travaux. Il va y avoir 2 tronçons qui vont être faits de cette piste multifonctionnelle qu'on aimerait utiliser à l'année. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon collègue de Québec, on bataille fort pour s'assurer qu'on va avoir une belle piste bidirectionnelle sur le pont de Québec pour le vélo, et non pas unidirectionnelle, comme les fonctionnaires du ministère des Transports le proposent en disant, ben oui, mais c'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué de faire une piste bidirectionnelle. Il doit sûrement avoir moyen d'y arriver. Et je pense pas que la structure du pont de Québec s'écroule parce qu'on ajoute une piste cyclable bidirectionnelle. Alors donc, pour nous, ça, c'est bien important et c'est des enjeux importants. Puis pourquoi M. Marchand et moi, on veut faire ça? Parce que ces pistes multifonctionnelles-là, qui vont relier nos villes d'est en ouest avec un lien commun avec le pont de Québec, bien, écoutez, on veut les garder ouvertes à l'année. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'avec les vélos électriques, les trottinettes, tout ce qu'on peut imaginer, il y a possibilité de se déplacer autrement aujourd'hui. Et ça, au niveau des gaz à effet de serre, ça peut devenir extrêmement important, surtout si les gens qui ont des vélos électriques s'aident un peu en pédalant. Bien, écoutez, je pense qu'on peut sauver encore plus notre planète. Alors, voilà autant d'éléments. Mais moi, ma plus grande fierté, c'est qu'on se soit doté de cette stratégie qui est vraiment avant-gardiste. Puis je termine en vous disant une chose. On va aller plus loin que ça, c'est que actuellement, on va revoir notre stratégie, on va actualiser, c'est-à-dire notre stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel. Nous allons l'actualiser. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est dans une société qui évolue. Et lorsqu'on a établi la stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel, d'ailleurs, je me souviens, c'est M. Belzile à l'origine qui était le coordonnateur du nouveau bureau de projet qu'on a créé, bien, on est allé avec ce qu'on avait, puis l'état de l'évolution d'aujourd'hui. Mais là, on vient de se rendre compte
qu'il faut actualiser cette stratégie-là, justement pour y ajouter cette préoccupation des changements climatiques, plus d'exigences envers les types de construction qu'on va faire. On va aller encore plus loin. Plus de récupération d'eau potable. Je donne un exemple. Là. Il y a des entreprises maintenant qui s'installent à Lévis qui récupèrent 96 à 97 de l'eau potable qu'ils utilisent. Ils la récupèrent entièrement. Ils la filtrent à nouveau. Ils la réutilisent. On a des entreprises comme ça maintenant qui le font. Alors, il va falloir être de plus en plus exigeant. Donc, on va revoir l'entièreté de notre stratégie de développement résidentiel, commercial, industriel pour y ajouter notre plan d'action environnemental, l'ajouter à l'intérieur de la stratégie très fortement, parce qu'à ce moment-là, en 2013, on n'avait pas notre politique de l'environnement, on l'a. Y ajouter notre stratégie d'adaptation au changement climatique. Alors donc, et ça va vraiment aller dans le sens de ce que nos concitoyens souhaitent. Et on va y ajouter aussi un beau projet sur lequel travaille David, que je vois, qui est responsable de la mobilité à la Ville de Lévis. Alors donc, on va travailler aussi également sur toute la sécurité dans nos rues, la fluidité de la circulation. Ça va faire partie intégrante aussi de la stratégie résidentielle, commerciale et industrielle. Et vous allez voir, on est en train d'en faire les premiers jalons. Ce matin, j'étais sur la rue Monseigneur-Bourgette et on est en train de faire un trottoir qui était manquant là, pour relier des arrêts d'autobus, etc. Alors, on va voir de plus en plus apparaître de ce type de projet d'amélioration du mobilier urbain et des infrastructures urbaines, donc dans ce cadre-là. Et vous allez voir également que lorsque les travaux vont commencer sur Guillaume Couture, c'est plus que des voies réservées qu'on fait pour les autobus. C'est un milieu de vie nouveau qu'on se donne, des trottoirs élargis, pistes cyclables multifonctionnelles, etc. Alors donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut vraiment aller. Alors voilà, j'ai fait un petit résumé. Évidemment, la stratégie d'adaptation au changement climatique, ça donne plus des orientations, là, mais je voulais vous donner quelques exemples d'actions qu'on va entreprendre au cours des prochains mois. Et dorénavant, nous allons intégrer aussi, donc ça va aider pour la lutte au changement climatique, nous allons intégrer bientôt dans nos formulaires de prise de décision un volet environnemental obligatoire, où on va demander à nos gens quelle est l'efficacité qu'on va chercher au niveau environnemental. On l'avait déjà prévu dans le cadre de la politique et du plan d'action, mais on va aller de l'avant avec ces mesures-là. Alors voilà, la table est bien mise. Je veux féliciter les membres de la commission, Mme Paradis, qui en assure la présidente, toute l'équipe de M. Belzile qui font un travail fantastique, et les autres membres de la commission aussi, M. Fallu. Il y avait aussi Mme Karine Lavertu, et il m'en manque un, Fleur. Oui, il y en a une personne, une citoyenne qui siège oui. dans le comité ici. Alors, vous êtes Madame? Madame Langevin. Alors, merci, Madame Langevin, de nous apporter votre support précieux. Et vous, qui siégez à la commission, vous avez certainement vu l'évolution qui est en train de se faire. C'est une évolution qui est extrêmement positive parce que, au fond, quel est l'objectif d'une communauté? C'est s'adapter constamment aux besoins et aux attentes de la population. C'est ça notre objectif. Et je le disais souvent, les villes, si on veut demeurer attractives, et c'est pas pour rien qu'on a obtenu encore, vous l'avez vu hier, ou la semaine dernière, ou cette semaine, on a encore obtenu le titre de ville numéro 1 pour l'indice de bonheur, c'est Lévis, au Québec, et on est 6e au Canada. Donc, si on veut garder ces titres enviables-là, bien, il faut s'adapter rapidement, notamment au changement climatique, et notamment, il faut qu'on revoie notre stratégie de développement résidentiel pour la positionner dans un cadre global d'atténuation et d'adaptation. Alors voilà, réduire la quantité des gaz à effet de serre, puis modifier carrément nos façons de faire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'invite maintenant Mme Paradis à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de cette assez complète présentation. Alors, merci à tous d'être là. Vous savez, au niveau de la politique environnementale et du plan d'action, on avait pris un engagement qui était le numéro 3, dont une ville résiliente et adaptée au changement climatique. Donc, il y a eu un plan d'action d'adaptation au changement climatique qui a été adopté ici au conseil municipal et quelques actions qui ont été mises en place,
dont le soutien financier aux citoyens, aux citoyennes pour le Fonds vert, donc 1 million, comme M. le maire a mentionné tout à l'heure. Dans les autres engagements sur le verdissement, oui, on a parlé de 1 700 arbres qui vont être plantés au cégep, mais ça va devenir pas seulement des arbres, c'est une forêt nourricière. Donc, ce sont des arbres fruitiers qui vont être ouverts au public, où les gens vont aller pouvoir cueillir des pommes, peut-être des prunes, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, des cerises. Donc, c'est vraiment nouveau, cette forêt nourricière-là. Et c'est un bel exemple là, du cégep Lévis pour le Fonds vert. Et aussi, dans nos actions, c'est de construire une ville résiliente, adaptée au changement climatique. Donc, on s'en va vers ça. Alors, ça démontre le sérieux de la politique environnementale. Et vous savez, l'environnement, c'est l'affaire de tous. Donc, chacun fait sa petite part qui fait que ça a un impact sur toute la ville. Et nous, on est là pour donner les alignements, faciliter justement ce changement-là au niveau de l'adaptation au changement climatique. Et ça nous fait plaisir de le faire. Et puis, c'est le résultat là, qu'on va voir dans les prochaines années. Merci. Merci beaucoup, Mme Paradis. On est maintenant rendu à la période de questions, donc qui va porter sur le sujet de la stratégie d'adaptation au changement climatique. Je vous invite à vous nommer et à utiliser le micro, s'il vous plaît. Merci. Je vais prendre les gens en salle et ensuite en ligne. Merci. Bonjour, Jacques-Alain Houle de Nouveau Info. Je commence, M. Laulier. Vous avez parlé de transport durable, d'efficacité énergétique. C'est vers quoi on s'en va? Est-ce que, par exemple, un lien avec un tramway dedans qui relierait les deux centres-villes, ça pourrait faire partie de votre image de transport durable? Bien, écoutez, pour le moment, je tiens à le réitérer, il n'y a aucun projet sur la table. On est dans le rêve actuellement. Alors donc, on verra les projets qui pourront être déposés. Mais nous, c'est sûr que toute mesure qui pourra nous permettre d'améliorer le transport collectif, on embarque là-dedans. Je vous rappelle que nous, on travaille énormément dans le secteur ouest de la ville, au lien entre les deux rives. C'est pour ça qu'on veut notre piste aussi multifonctionnelle utilitaire. Et dans le cadre de cette stratégie-là, quand le gouvernement du Québec a dit récemment, on va vous annoncer aux médias là, comment on réaménage la tête des ponts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le projet qui a été annoncé, c'est l'interconnexion entre les deux rives pour le transport collectif. Donc, où on va tout refaire l'avenue des Hôtels et les voies pour les autobus vont être exclusivement dédiées à la STL de Lévis. Et là, nous, on va s'en aller en souterrain sur le boulevard Laurier pour permettre une traversée qui n'est pas compromettante, là, parce que là, il faut passer d'un bout à l'autre du boulevard. Alors, on va passer en tunnel et on va avoir accès à 7 quais d'embarquement et de débarquement au tramway. C'est une avancée extraordinaire. Si on y ajoute donc cet élément d'interconnexion, ça va être intéressant. Et c'est ça que le gouvernement a annoncé. C'est l'interconnexion entre les deux rives. Ça, nous, ça fait notre affaire. Alors, nous, on travaille vraiment pour améliorer la mobilité sous toutes ses formes. On demeure toutefois convaincu qu'un lien routier va être nécessaire entre les deux rives, surtout avec les annonces potentielles d'immigration massive qui s'en viennent. Alors, c'est clair que la capacité va être facilement atteinte. Et oui, on peut optimiser le transport en commun, mais il faut également penser que tôt ou tard, on va avoir besoin d'un nouveau lien. J'étais à Montréal la fin de semaine dernière. Je traversais justement le pont Champlain, puis je me disais, ils ne l'ont pas rénové pour rien, là. S'il n'avait pas rénové le pont Champlain, on peut tout se le dire qu'il fait une large place à l'automobile, là. Quand tu es sur le pont Champlain, mon ami, là, c'est un immense espace automobile, là. C'est large, c'est je ne sais pas combien de voies d'un sens, 400 voies d'un sens, 400 voies de l'autre. Alors, il faut qu'on travaille ces deux tableaux. C'est comme si moi, je vous disais, à Montréal, finalement, ça ne donne rien de faire des travaux de quelques milliards de dollars dans le tunnel La Fontaine, faisons du transport en commun. Quelle serait la conséquence? Ça serait catastrophique parce qu'il faut aussi qu'on suive l'évolution de nos populations en regard de ça. Alors donc, moi, je pense que c'est un juste équilibre qui est important, mais nous, on est prêts à regarder tout projet qui va être intéressant pour nous, mais pour le moment, je le réitère, il n'y a aucun projet sur la table. Au niveau de l'aménagement du territoire, vous avez rapidement parlé de stationnement, puis vous avez aussi rapidement là, parlé de tout ce qui touche les développements résidentiels, commerciaux, industriels. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret à ce niveau-là, au niveau de l'aménagement du territoire, que vous êtes en mesure de nous dire qui va changer, là?
Bien, on va travailler sur plusieurs éléments, mais ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous faites du redéveloppement dans une ville, parce que là, il ne faut pas oublier que la densification, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi vous densifiez? On densifie parce que les orientations gouvernementales, le gouvernement nous dit, on ne veut plus que vous alliez développer dans le champ. Alors, essayez de réutiliser vos espaces, densifier, permettre le transport en commun. D'où l'idée de faire du redéveloppement, par exemple, sur Guillaume Couture, comme on fait actuellement. Là, les travaux commencent cet été, vous allez voir. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que si vous construisez de l'habitation sur Guillaume Couture pour amener de l'oxygène au transport en commun, parce que c'est ça l'enjeu, hein, si on densifie dans ces zones-là, c'est parce que pour que notre transport en commun ait, entre guillemets, une certaine rentabilité et que les gens le prennent. Donc, on met la densification là où nos axes principaux de transport en commun sont situés. Alors donc, et là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut progressivement, et c'est là que ça va être important, travailler sur le réaménagement de nos boulevards urbains. Parce que si vous faites du redéveloppement sur le boulevard Guillaume Couture, bien, il faut que vous créez une artère qui va être plus accessible, notamment pour les transports alternatifs. Mais si vous ne faites rien, bien, les gens, la seule alternative qu'ils ont pour sortir de chez eux, c'est l'auto. Parce qu'actuellement, je ne conseillerais à personne de traverser Guillaume Couture en vélo. Là. Comprenez-vous l'idée? Parce que les espaces sont largement utilisés. On a même un espace central pour les virages à gauche et à droite. Et quand l'autobus arrive, elle est dans le même sillon que les autos. Bien, vous essayerez de prendre l'autobus et vous allez vous rendre compte que ça saute tout le temps. Pourquoi? Parce que les roues passent dans les grilles tellement c'est étroit. Donc, finalement, si vous promenez sur le trottoir à pied à côté, c'est pas très convivial. Là. Vous risquez même d'accrocher le miroir, de vous faire accrocher par un miroir, j'en sais rien. Mais je l'ai vécu moi-même, parce que quand je vais m'entraîner, souvent, je prends des marches sur Guillaume Couture. Je vais vous dire une affaire, mon ami, les autos sont proches. Là. Alors donc, là, on va faire des boulevards plus larges. Et en passant, puis je vous donne cet exemple-là, sur Guillaume Couture, on a passé un règlement de contrôle intérimaire et on préserve tous les espaces le long de Guillaume Couture plus larges. Pourquoi? Parce qu'on veut la faire, la piste multifonctionnelle, d'un bout à l'autre de la ville. Et là, on dit aux promoteurs, bien, si vous voulez développer, vous devez vous arrêter à tel espace parce que nous, on a un règlement de contrôle intérimaire qui nous permet de préserver des espaces pour le transport utilitaire. Alors, je donne un exemple concret d'adaptation qu'il va falloir apporter. C'est la raison pour laquelle on s'est doté d'une direction de la mobilité durable. On est très heureux de ça parce que, au fond, il faut aussi voir à la fluidité de la circulation puis tous ces éléments-là. Alors, on y travaille très fort et ça paraît qu'on a une direction de la mobilité. Cet aspect-là apparaît maintenant de plus en plus important. Je ne sais pas si ça donne un exemple concret, là, mais c'est ça. Merci, M. Houle. On va prendre la question de M. Sébastien Tanguay. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Ah, vous êtes à distance aujourd'hui, là, c'est ça? Exactement. Okay, j'ai bonjour. l'autobus à prendre dans une heure. Est-ce qu'en vertu de cette stratégie d'adaptation au changement climatique, on signe la fin du projet de prolongement du boulevard Étienne Dallaire à Lévis? Non, pas du tout, parce que le boulevard Étienne Dallaire est prévu dans la planification d'urbanisme depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, donc, et on se doit de relier ces artères-là. Par contre, le prolongement du boulevard Étienne Dallaire va comprendre une piste cyclable, et évidemment, là aussi multifonctionnelle, et il sera d'une longueur maximale d'1 kilomètre pour relier Charles-Rodrigue. En ce qui concerne tous les terrains partant de Charles-Rodrigue jusqu'au chemin des Îles, ils sont maintenant décrétés zones de conservation. On a modifié notre schéma, on a tout modifié. Alors donc, ces zones-là vont rester zones de conservation. Alors donc, on aura cet aspect-là, mais on y ajoutera aussi le transport utilitaire, ce qui va permettre, par exemple, aux gens de Saint-David en vélo ou autrement, parce qu'au fond, l'objectif, c'est de relier tous ces liens cyclables-là entre eux et de favoriser la fluidité de la circulation. Donc, on continue à travailler sur ce projet-là. On va de l'avant, d'ailleurs, en passant. Le concept est en voie d'élaboration actuellement.
Vous dites que la Ville, dans l'élaboration de sa stratégie, a identifié les risques et vulnérabilités que les changements climatiques faisaient poser sur la population. C'est quoi les principaux risques et les principales vulnérabilités que les Lévisiens doivent craindre en regard au changement climatique? Bien, moi, je pense que en premier lieu, je pense, moi, à mon point de vue, c'est l'électrification des transports. Plus on va électrifier nos transports, plus on va avoir des gains significatifs sur l'élimination des gaz à effet de serre. On va avoir aussi des gains significatifs sur les gaz à effet de serre dans la mesure où on va améliorer notre fluidité de la circulation. Parce que plus vous créez des entonnoirs et des bouchons d'arrêt ou d'attente, plus vous empirez votre situation. Alors ça, pour nous, le transport va être un élément important. Et là où vous avez raison, c'est que dans les déplacements à l'interne, favoriser le plus possible le transport collectif. Ça c'est un enjeu qui est majeur. Et c'est la raison pour laquelle, sur les voies réservées, on va de l'avant avec notre projet. Vous savez qu'on est toujours touché par l'inflation, tous ces éléments-là. Mais ce projet-là, on a décidé de le conserver et d'aller de l'avant. On est dans l'échéancier qu'on avait prévu. On va de l'avant. Le contrat est donné, n'est-ce pas, David, pour le tronçon 1. Hein, on a donné le contrat au comité exécutif cette semaine. On passe à l'action. Les appels d'offres doivent être complétés pour le deuxième tronçon et on va aller là aussi de l'avant. Alors, on est déterminé à aller de l'avant parce que, vous avez raison, il faut agir à tous les niveaux. Et on peut encore faire des gains dans le transport collectif dans la mesure où on diminue notre temps de déplacement. Et sans voie réservée, c'est impossible de diminuer notre temps de déplacement au niveau du transport en commun parce que les autobus sont poignés dans le même trafic que les autos. Alors, c'est des éléments concrets. Et en plus, on va ajouter la clause environnementale à nos prises de décision parce qu'il faut qu'on modifie nos façons de faire. On veut travailler sur le zéro déchet. Alors, donc, on va impliquer nos entreprises, nos commerces. Alors, il y a énormément d'éléments sur lesquels on va travailler. Les énergies, l'efficacité énergétique à la ville, on a encore beaucoup de travail à faire. Et on va donner l'exemple comme ville en ce qui concerne l'efficacité énergétique. Merci beaucoup, M. Tanguay. On a M. Martin Lavoie qui est en ligne. Donc, M. Lavoie, je vous invite à poser votre question. Oui, bonjour, pour le Journal de Québec. Monsieur Laulier, j'ai bien compris votre comparaison avec le pont Champlain, avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est des décisions qui ont été prises peut-être il y a 5 ou 10 ans. Maintenant, vous avez une stratégie que vous qualifiez vous-même d'audacieuse. Puis si un projet de troisième lien un jour voit le jour, c'est sûrement pas avant 10 ans. Donc, comment conciliez-vous dans cet esprit-là votre défense toujours du troisième lien en lien avec votre stratégie actuelle? Alors, donc, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le lien autoroutier entre les deux rives vise d'abord à relier deux autoroutes ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, il va déjà y avoir un gain essentiellement au niveau de la circulation automobile, puisqu'on va améliorer nettement la fluidité, notamment sur le pont La Porte. Alors, pour nous, c'est un enjeu qui va rester extrêmement important. Et l'autre élément, c'est la sécurité d'avoir une seule traversée, à l'ouest de la ville, qui, pour nous, va causer des problèmes très importants, surtout si on est face à une immigration massive dans la région de Québec, ce qui va être le cas, de toute évidence. Parce qu'écoutez, là, juste dans la région Chaudière-Appalaches, si on ne fait rien pour attirer de la main-d'œuvre chez nous, bien, il y a déjà, selon les études que nous, on avait faites, là, il y a déjà 2 entreprises manufacturières sur 3 qui ont songé à aller ailleurs qu'au Québec. Alors, il va falloir massivement qu'on ait une ouverture à l'immigration. Il va falloir aller plus loin que ça également. Ça veut dire qu'il va falloir aussi se donner des infrastructures dignes. Alors donc, à partir de ce moment-là, donc vous savez que le pont Pierre-Laporte a dépassé nettement ses limites à 90 000 véhicules par jour. Et au fond, même avec l'étude de 2002 de Mme Guilbeault, on a déjà dépassé la capacité du pont. On était à 127 000, on est descendu peut-être à 106 000, mais ce n'est que temporaire. Et vous allez voir l'été prochain et dans les prochains mois, lorsqu'on va revenir plus à la normale, il est clair que cette capacité largement dépassée du pont La Porte, elle va rester là présente, là.
Alors, il va falloir tôt ou tard qu'on bouge, et en plus, on est face à des infrastructures vieillissantes qui sont absolument pas adaptées pour le transport en commun, là. Alors donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Je veux dire que c'est pas une mince tâche, travailler le tablier du pont de Québec, là. Donc, vous voyez comment c'est compliqué d'ajouter juste une petite piste multifonctionnelle bidirectionnelle. Alors donc, nous, ces aspects-là continuent d'être importants. Il faut qu'on conserve cet équilibre-là. Et moi, je demeure convaincu que ce sujet-là va rester d'actualité, notamment en raison du développement économique fulgurant que connaissent nos régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Écoutez, nous, on est passé de 4 500 entreprises, on est rendu à 5 200 entreprises à Lévis là, depuis les 2 dernières années. Alors, la croissance est assez fulgurante, 4 200 nouveaux citoyens en 2 ans. Alors donc, cette croissance démographique-là va augmenter. Et au niveau des immigrants, on est passé de 4 500 immigrants il y a quelques années, 2 ou 3 ans, on est rendu à 7 500 et ça va continuer à grimper. C'est sûr, on a une force économique extraordinaire et avec la construction navale, alors on va avoir besoin tôt ou tard d'un nouveau lien autoroutier. Maintenant, est-ce que ce lien-là est obligé d'être centre-ville à centre-ville? Certainement pas. Alors donc, on pourrait tout simplement relier la 40 avec la 20 et on vient de créer donc un élément qui va soulager les réseaux routiers qui sont déjà saturés. Merci beaucoup, M. Lavoie. On aurait une question en ligne de M. Sébastien Tanguay du Devoir. On vous écoute, M. Tanguay. Oui, M. Laulier, je me permets de vous reposer ma précédente question sur les risques identifiés dans la stratégie en regard au changement climatique. Lors de votre précédente réponse, vous avez insisté sur l'électrification des transports comme quoi c'était la priorité. C'est que votre plan comporte un volet mobilisation de la population, engagement de la population dans cette politique-là. Ce serait important, à mon sens, que la population sache à quoi les changements climatiques, à quoi ils vont devoir faire face là, en regard au changement climatique. Alors, c'est quoi les principaux risques identifiés? Alors, je vais passer la parole à M. Jean-Claude Belzile parce que nous autres, évidemment, on présente en gros là, la stratégie, mais sachez qu'il va y avoir une étape de mobilisation de la population, d'information également, de sensibilisation. Je vous donne un exemple. On ne pourra pas atteindre le zéro déchet si les gens n'embarquent pas avec nous, là. Alors, il faut les convaincre, vous avez raison. Donc, il va y avoir des stratégies de communication assez intensives, donc, pour nous assurer ce changement-là, comme on le fait en 2011, lorsqu'a été intégré le compostage à Lévis, qui était une des premières grandes villes à intégrer le compostage. Alors donc, il va falloir qu'on sensibilise les gens. Au début, c'est pas évident, mais je pense qu'on va y arriver. Mais peut-être, M. Belzile, donner une idée là, de ce qui s'en vient de ce côté-là. Oui, M. Tanguay, vous pouvez trouver cette information-là dans notre document qu'on a publié à la page 11 et 12. Les principaux aléas auxquels on va faire face, ça va être évidemment l'augmentation des jours de canicule. On peut avoir des jours pour aller jusqu'à des extrêmes de 40 degrés Celsius, puis on peut aller jusqu'à jusqu'à 43 jours de canicule dans l'année. L'autre élément important aussi, c'est les précipitations extrêmes qui vont augmenter. Lors des précipitations extrêmes, on parle peut-être d'un 30 d'augmentation des quantités de pluie qui vont tomber. Ça veut dire qu'évidemment, ça va amener de l'érosion, ça va évidemment amener peut-être des problèmes d'inondation. Et donc, c'est face à ça qu'il faut aussi s'attaquer. Il y a d'autres aléas, les aléas côtiers, je l'ai mentionné, les glissements de terrain, les inondations riveraines et fluviales, la sécheresse des sols aussi, à certains moments, il est possible d'avoir des sécheresses. On s'est quand même fait rassurer que on ne manquera pas d'eau, parce qu'évidemment, en période d'étiage, il pourrait y avoir des périodes d'étiage, mais nous, nos alimentations sont dans le fleuve et dans la rivière Chaudière, puis toutes les modélisations qui ont été faites nous démontrent qu'on ne sera pas en pénurie d'eau à ce niveau-là, mais les gens qui ont des pluies privées, bien, ça peut devenir problématique. Alors, c'est ce genre d'aléa qu'il peut y avoir. Un autre aléa aussi important, c'est les conditions hivernales changeantes qui font qu'on va se trouver des fois avec de la neige, puis après ça, une fonte de neige qui fait souvent, on se ramasse avec de la neige qui est lourde. Peut-être qu'il va donc falloir travailler au niveau des bâtiments pour s'assurer qu'il n'y a pas de surcharge sur les bâtiments, etc. Donc, vous allez trouver cette information-là dans les pages de notre document, là, pages 11, 12, 13, 14. Et oui, la sensibilisation va être un élément essentiel de la mise en œuvre de cette stratégie-là. Et on pense, on est convaincu
que la population est rendue là, puisque déjà au niveau des consultations sur la politique de l'environnement, on a eu une participation record de 3000 citoyennes et citoyens. Voilà. Merci beaucoup, M. Tanguay. Donc, on s'est rendu maintenant aux autres questions. Oui. Bonjour, Monsieur le maire. André Martin de TVA. Ce matin, à l'Assemblée nationale, il y a des citoyens de l'île aux Coudres qui demandaient à ce que le seul traversier présentement en service entre Québec et Lévis, Alphonse Desjardins, soit déployé de façon temporaire jusqu'à la mi-juin à l'île aux Coudres. Il en va de leur sécurité, disent-ils. Je vais vous entendre là-dessus. Seriez-vous ouvert à cette suggestion-là? Non, nous, on est complètement fermés à cette proposition-là. Je vous rappelle qu'au cours des dernières années, la Société des traversiers à Lévis a subi les aléas, en dents de scie des horaires de la Société des traversiers. À un moment donné, un traversier qui disparaît sans avertissement, un deuxième qui disparaît, etc. Alors donc, nous, là, au fond, la Société des traversiers, il y a quelques années, avait réussi à convaincre des gens de prendre le traversier. Donc, de laisser le retour et d'éviter justement les ponts. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte dans les 2-3 dernières années? Une chute de l'achalandage. Pourquoi l'achalandage diminue? La raison est simple. Quand vous offrez des horaires en dents de scie, qu'est-ce que les gens font? Ils se disent, bien, étant donné que le service n'est pas fiable, on va reprendre notre taux. Et c'est ça qui est arrivé, là, probablement. Donc, moi, je vous dis qu'actuellement, on a toujours eu, écoutez bien ce qu'on avait à la Société des traversiers, là, à Lévis. On avait l'Alphonse Desjardins, l'Omer-Coin, 2 traversiers identiques qui ont été construits en même temps, qui ont un âge vénérable, je pense que c'est début des années 70, et on avait le Radisson comme navire de relève. C'est ça qu'on avait, imaginez-vous. Et là, c'est rendu qu'on n'aura même plus un seul traversier. Tout aussi bien de fermer la shop, tu sais. Je veux dire, ça n'a plus d'allure. Alors, c'est inacceptable, et je pense qu'on n'a pas intérêt à jouer cette game-là, de dire, bien, on va enlever des choses à Lévis pour servir les autres. C'est pas comme ça que ça marche. Et nous, en plus, avec l'annonce de l'abandon du tunnel autoroutier entre les deux rives, on va même plus loin que ça. Il faut absolument qu'on conserve la possibilité que les automobiles puissent utiliser les traversiers. Parce que si jamais, au niveau de la sécurité, il arrivait une problématique à l'entrée des ponts, on n'a plus aucun moyen de traverser la rive. Alors, ça prend au moins, pour les urgences, ça reste que pour les ambulances, une possibilité d'utiliser les traversiers. Alors, pour nous, il y en est hors de question, puisque de toute façon, le Radisson doit sortir bientôt du chantier aussi. Donc, nous autres, peut-être qu'à la limite, si le Radisson revient, bien là, on pourrait dire, bien, temporairement, mettez le Radisson à Lévis, puis là, peut-être l'Alphonse Desjardins, peut-être des possibilités, d'accord, mais ça nous prend minimalement 2 traversiers entre les deux rives, là. Ça n'a pas d'allure. Alors, nous, on n'a pas à faire payer aux usagers s'il y a une mauvaise planification, on n'a pas à les faire payer. Et d'ailleurs, le Félix-Antoine Savard et le Joseph-Antoine Savard vont venir se joindre à l'autre traversier, là, en juin. Donc, nous, ce que les citoyens disent, c'est que c'est trop loin. C'est encore trop loin parce que autres, c'est vraiment une question de sécurité. Oui, mais moi, je trouve malheureux que les gens de l'île aux Coudes utilisent la traverse Québec-Lévis. Ce qu'ils devraient exiger du gouvernement, c'est fournissez-vous les traversiers. Aussi simple que ça. Mais on n'a pas à déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier là-dedans. Alors, moi, je n'irai jamais dire diminuer les services à l'île aux Coudes ou diminuer les services à telle place pour accommoder la Société des traversiers à Lévis. Alors, ce n'est pas une façon de procéder. Et moi, je pense que le gouvernement et la Société des traversiers doivent prendre ses responsabilités. Elle a un service à assurer et elle doit l'assurer convenablement. L'assurer convenablement, pour moi, c'est de nous assurer qu'on ait 2 traversiers entre les deux rives. Là, le Radisson va sortir de l'atelier mécanique. Si le Radisson arrive, on est peut-être prêt à faire des accommodements, pour aider les gens en disant, bon, ben écoutez, on n'aura pas de navire de relève. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que nous, au niveau des urgences aussi, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, j'ai déjà été sur le comité des traversiers en passant, la traverse Québec-Lévis. Il y avait un comité, de sensibilisation.
Et pourquoi les 2 traversiers sont essentiels? C'est qu'à un moment donné, s'il arrive un avarie à l'île d'Orléans, admettons par exemple que le pont de l'île d'Orléans est temporairement hors circuit, bien, il y a un des 2 traversiers qui doit obligatoirement aller desservir l'île d'Orléans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut faire attention aussi à la sécurité là-dedans. Là. Alors, donc, il y a des mécanismes de sécurité qui sont prévus. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est ceci, c'est que là, à un moment donné, il y a des limites à couper dans les services et en raison d'une mauvaise planification, là. Alors, donc, c'est à eux d'ajuster leur horaire, mais nous, on n'embarque pas là-dedans. Et notre souhait, c'est on avait 2 traversiers, on a toujours eu 2 traversiers, et là, on est en train, malheureusement, d'inciter les gens à reprendre leur véhicule automobile, puisqu'on est tellement en dents de scie, c'est tellement imprévisible, les horaires sont tellement incertains, que finalement, les gens disent « j'en ai assez, je reprends mon auto ». Peut-être une dernière petite question complémentaire. Est-ce que vous avez parlé au maire de l'île aux Coudres? Christian Dufour, avez-vous eu des... Non, nous, on n'a pas à parler avec les gens de l'île aux Coudres. Nous, on va parler avec le gouvernement du Québec, Je me la demandais juste Société si des vous avez traversiers. lâché un petit coup de fil. Pardon? Je me demandais si vous avez lâché un petit coup de fil. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai pas eu aucun appel téléphonique de la part de l'île aux Coudres et l'île aux Coudres devrait davantage s'adresser à la Société des traversiers qui se doit de fournir les services adéquats. Merci. Merci. Merci, Mme Martin. Donc, on va prendre une intervention de M. Sébastien Tanguay en ligne, puis après ça, M. Oui. Hull. Monsieur Moi, je Tanguay, veux on pas vous écoute. monopoliser. Voilà, c'est une question très simple. Lorsque vous dites que les exigences vont augmenter pour le développement résidentiel, industriel et commercial, je me demandais si les entreprises déjà en place vont aussi être soumises à ces nouvelles exigences-là. Je pense par exemple à la raffinerie Valero, qui a longtemps été le plus important pollueur au Québec. Est-ce que les exigences environnementales qu'on impose à la raffinerie vont changer dans le cadre de la stratégie? On ne peut pas les changer parce que ça relève essentiellement du gouvernement du Québec et du ministère de l'Environnement. Donc, nous, on n'a aucun pouvoir d'intervention dans ces secteurs d'activité-là. Par contre, là où vous avez raison, c'est que nous, lorsqu'on va revoir notre stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel et qu'on va l'actualiser, alors bien sûr qu'on va rencontrer tous les promoteurs, tous les éléments qui font du développement. On avait déjà fait ça en 2013. On avait réuni au Centre des congrès tous les gens pour leur dire, par exemple, je vous donne un exemple de paramètres qu'on avait donné en 2014. On avait dit aux promoteurs, dorénavant, sur le territoire agricole, ne déposez plus de projets, on ne les acceptera pas. Voyez-vous, c'est des paramètres qu'on donnait. On va redonner des nouveaux paramètres. Et oui, il est clair qu'il y aura de nouveaux paramètres et de nouvelles conditions au développement, c'est clair. Avec ce qu'on dépose aujourd'hui, puis avec notre politique environnementale, on veut intégrer notre plan d'action environnementale à l'intérieur de cette nouvelle stratégie-là. Et il y aura certainement certaines exigences complémentaires, donc qui seront exigées de la part des promoteurs qui font le développement, ça c'est sûr. Merci, M. Tanguay. M. Hull? Ma question était plus pour M. Belzile. La question est très simple. Qu'est-ce qui se passe avec les bacs bruns présentement? Il y a des citoyens qui nous disent que ça fait plusieurs jours qu'ils attendent là, depuis que là, c'est une fois par mois. Là, je comprends bien que c'est reparti le ramassage de bacs bruns. Il y a des citoyens qui nous disent c'est supposé d'être ramassé, c'est pas fait. Nos bacs bruns commencent à sentir parce qu'il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, premièrement, c'est la première semaine qu'on a une problématique de... Je ne peux pas vous dire exactement d'où vient la problématique, mais je peux vous dire une chose, c'est que dès aujourd'hui, on a mis nos camions en place, les camions de la ville en place, pour rattraper ce retard-là. Et on va avoir des discussions avec l'entreprise dans les prochains jours pour pouvoir s'assurer qu'on ne revit pas ce qu'on a vécu dans le passé. Mais je peux vous rassurer que dès hier, on a mobilisé nos équipes et que nos camions que la ville a loués avec nos chauffeurs vont être là en complément pour s'assurer que le retard, on n'accumulera pas de retard. Mais on va rectifier le tir le plus rapidement possible là-dessus. C'est important ce que M. Belzile dit parce qu'on avait regardé cette situation-là, donc dans les dernières années. Hein, puis vous savez comme moi la difficulté des entreprises de livrer main-d'œuvre, etc. Alors c'est là qu'on s'est donné des équipes de relève qui sont immédiatement prêts à assurer la relève, le cas échéant, avec des camions, des opérateurs,
Alors, c'est ce qui va être déployé dès aujourd'hui. Alors, on a un avantage maintenant, c'est on est organisé. On est capable de faire face à la musique. Mais c'est sûr que les problématiques de main-d'œuvre vont rester persistantes. Hein. Vous le voyez dans le commercial, la restauration, etc. J'étais à Gatineau la semaine dernière et dans la restauration, c'est incroyable le manque de main-d'œuvre. Des fois, tu te demandes comment le personnel dans le restaurant fait pour donner autant de services. Il n'y a plus personne. Tu te rends compte des fois qu'il y a une personne sur le plancher qui fait un job pour tout le monde. Tu sais, c'est incroyable. Les énergies que ça doit demander. Alors, c'est sûr que la problématique de main-d'œuvre, elle est là, mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre des moyens pour être capable de compenser. Parce qu'en bien même qu'on pénaliserait parce que nous autres, on peut donner avant, là, on donnait des amendes. Oups, ça se grouillait, là, mon ami, puis le lendemain, le problème était réglé. Mais là, le problème, c'est qu'ils nous appellent en disant, on a des camions, mais on n'a pas de main-d'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on se dit, oui, on donne encore nos amendes parce qu'il faut respecter le contrat, mais on a un autre moyen, c'est qu'on peut intervenir nous-mêmes pour compenser. Et là, à ce moment-là, on a une entente aussi avec eux qui fait qu'ils nous compensent, eux autres aussi. Là, ouais, c'est ça. On refacture aussi on refacture à notre fournisseur nos ces montants-là. Mais au moins, on a des solutions de rechange. Et dans les municipalités, il va falloir qu'on innove de plus en plus pour faire face à ces situations-là, parce que entre nous, s'il y a des éléments où on ne peut pas se permettre de rater la cible, c'est bien la gestion des déchets. Pensons, par exemple, quand il arrive une tempête le vendredi soir à minuit, de rassembler tout le personnel, parce que tu ne peux pas arriver le lendemain et dire « Ah, ben, by the way, on n'avait pas de main-d'œuvre, on n'a pas déblayé. » Ça ne marche pas, là. Alors, c'est vraiment là, de très gros défis qui nous attendent là, dans beaucoup de secteurs d'activité. Mais celui-là, je suis content de voir la réponse de M. Belzile, parce que là, c'est la première fois, je pense, hein, depuis qu'on l'a mis en marche, qu'on l'utilise, là, On l'a utilisé l'an passé, mais cette Oui. année, c'est la première fois. C'est la première fois. Peut-être ce qui peut expliquer, puis je n'ai pas encore le détail dessus, parce qu'on est en train de vérifier ça, mais c'est pas probablement parce qu'on est aussi pendant la période de surplus de résidus verts. Alors là, évidemment, c'est les mêmes équipes qui sont sollicitées, ça devient difficile, mais on est en train de travailler là-dessus, mais grâce à ce qu'on a mis en place l'an passé, on est capable de réagir au quart de tour, puis ça ne devrait pas se poursuivre très longtemps. Merci. Merci. Donc, Alors, voilà. D'autres questions en ligne, ça va? Parfait. Très bien, c'est ce qui Merci. conclut la période de questions. On va maintenant prendre une photographie officielle. Et je vous remercie à tous pour votre présence et passez une excellente journée.